Et donc, on démarre cette édition avec les interviews de l'IA, le rendez-vous de Smartech qui donne la parole à ceux qui font l'actualité dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, autour de la table, trois personnalités. Grégoire Toussaint d'abord, avec qui on va parler de fraude au paiement, notamment avec l'arrivée de ce commerce agentique. Et puis Anthony Lebel, avec qui on va mieux comprendre comment on peut détecter ces IA qui veulent nous tromper. Mais on commence avec vous, Roxana Regina. Bonjour à tous Bonjour. les trois et bonjour Roxana. Vous êtes directrice exécutive d'Impact AI qui lance les cafés de l'IA responsable. Première question, qu'est-ce que vous appelez l'IA responsable? Merci beaucoup pour la question. Euh, Nous sommes un collectif de 100 entreprises, donc se mettre d'accord sur une définition de l'IA responsable, ça nous a pris un petit moment. Oui. Et c'est un voyage, en fait, pour nous, l'IA responsable, puisqu'on y est depuis 2017, ensemble, en train de réfléchir, de se partager des bonnes pratiques, des outils, de comment la mettre en place, cette IA responsable. La question reste, qu'est-ce que c'est? Et ça évolue aussi dans le temps. Si au début, on s'est mis d'accord sur 7 principes qui ont été partagés par OECD, mis aussi en valeur dans les AI Act, on les retrouve dans la régulation aujourd'hui et dans le texte de loi, on trouve aussi des sujets qui apparaissent avec l'IA agentique, les deepfakes, des nouveaux concepts qu'on doit intégrer dans ces définitions, qu'on doit prendre en compte. Donc, pour moi, une IA responsable, c'est une culture qu'on doit développer au sein de l'entreprise aujourd'hui. D'accord. Et donc qui est évolutive, mais qui peut être aussi personnalisable. Ça dépend de l'activité dans laquelle. Ça dépend beaucoup des valeurs de l'entreprise. Ouais. Chez nous, on a beaucoup d'entreprises qui ont un comité éthique, qui ont une charte éthique, donc qui partent des valeurs de l'entreprise et qui intègrent en fait l'IA au cœur de leur business avec une vraie stratégie autour des sujets comme la durabilité, l'impact sur l'environnement ou l'impact sur le travail qui se posent aujourd'hui de manière très claire sur la table. Donc, ils doivent avoir toutes ces réflexions et répondre avec un cadre qui est mis en place, qui existe, de gouvernance de l'IA au sein de l'entreprise. Les cafés de l'IA, l'objectif, c'est de former des collaborateurs en entreprise, c'est ça? Former 1 million de On prend un salariés. petit café entre nous ou comment ça se passe? Ça se passe exactement comme ça peut se passer autour d'un café. Parce que ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une forme d'essai-image de l'initiative que Gilles Babinet a eue avec le Conseil national Les du cafés numérique, les IA. cafés IA, qui s'adressent à tout public. Donc l'idée, c'est de décliner ça pour les entreprises. Nous, ça fait 7 ans qu'on a un observatoire de la perception des salariés de l'IA et de comment est-ce que leurs usages influencent la confiance qu'ils ont ou pas dans l'IA. Et la question de la confiance, elle est clé. À cette question, on répond de manière technique, avec des formations très techniques de comment prompter, comment adopter les outils. Mais aujourd'hui, l'enjeu est de lever les freins psychologiques, émotionnels. Il y a des angoisses, des vraies angoisses que les salariés ont. Et ils ont besoin de s'exprimer, de libérer la parole. Donc, ce format de café, petit café autour de la machine à café, ou peut-être entre nous, d'une manière ludique, exploratoire, et qui permet d'échanger, s'invite à nous. Et nous, on réfléchit depuis un moment. Donc là, maintenant, c'est l'occasion de lancer un vrai programme modulaire qui peut s'adapter en fonction de l'entreprise, de la taille d'entreprise et de ses priorités. Il peut s'adapter Il peut y avoir les sur la durée. dirigeants de l'entreprise aussi, parce que parfois, c'est eux qui ont des idées fausses sur l'intelligence artificielle et ce qu'ils peuvent en faire au sein de leurs équipes. C'est Eh oui. l'esprit de ces cafés, c'est justement d'amener tout le monde autour de la table, des techs, des non-techs, des sachants, des débutants, des personnes qui n'ont peut-être pas confiance, voire ils sont vraiment méfiants face à la machine, et de permettre d'échanger autour des usages, de comment est-ce que l'IA entre dans son quotidien en tant que professionnel. Il y a aussi la question des métiers, comment est-ce que l'impact les différents métiers, et donner des cas concrets pour partir sur les dilemmes éthiques et échanger à tour de rôle, faire des jeux sympathiques avec des cartes. On a prévu pas mal des outils et des formats très différents Des qui permettent outils d'interagir. proches de l'intelligence collective, de ce qu'on trouve Exactement. dans le Nous, séminaire chez d'intelligence Impact collective. AI, c'est ce qu'on fait. Intelligence collective, on amène tous nos sachants ensemble, les experts IA, mais pas que, les experts en RSE, en pédagogie, les psychologues, les sociologues qui étudient ces phénomènes de shadow AI, de naive AI,
conseils et qui vient maintenant tous proposer avec leur regard et leur perspective différentes solutions. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Je pense que c'est effectivement une excellente idée d'essayer de créer une émulation effectivement autour de l'usage responsable de l'IA. J'essaierai de plaider tout à l'heure pour un usage responsable en particulier qui est la transparence de l'IA, mais je trouve qu'effectivement il faut dialoguer et quelquefois il y a un plafond de verre effectivement où les dirigeants, les COMEX sont pas du tout sensibilisés à des problématiques pour lesquelles ils devraient l'être. Et surtout, on n'entend pas souvent parler les utilisateurs de l'IA. C'est les voix les moins entendues. C'est Donc, vrai. pour lancer ces cafés de l'IA responsable, on a lancé un premier module parce que j'ai oublié de dire, mais ce sont des modules qui seront accessibles à toutes les entreprises en open source. Toutes nos publications sont disponibles sur le site internet. Et le premier module, c'est un podcast qui s'appelle Mon Job avec l'IA. Et c'est 10 voix, 10 témoins avec 10 métiers différents qui racontent leur vie, leur quotidien avec l'IA. Comment ça les impacte, quels sont leurs questionnements. On les entend maintenant en ligne. On est très contents et on espère que beaucoup plus de voix se rejoindront à nous. Et c'est vrai que c'est important. Je pense qu'il y a deux mots qui sont clés. La partie réfractaire. Parce que je pense qu'il y a la conduite du changement, avoir l'IA, pouvoir l'utiliser en tant que salarié, mais aussi en tant que particulier au jour le jour. Et puis la notion de confiance. C'est ça. Parce que des nouveaux usages se créent. Est-ce qu'on a confiance? Où va l'IA? Est-ce que ce sont des choses concrètes ou des choses qu'on appréhende un peu? Et cette notion de confiance, je pense que ça se construit au fur et à mesure. Alors, on va parler confiance d'ailleurs avec vous deux. On commence, Grégoire Toussaint, avec vous. Donc, vous êtes directeur au sein du cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans les moyens de paiement Edgar Dunn Company, chairman des sessions paiement du salon TrustTech. TrustTech 2025, ça va être du 2 au 4 décembre. Je précise pour ceux qui ont envie de passer une tête au Parc des Expos à Porte de Versailles. C'est plutôt un salon professionnel, hein, Oui, salon professionnel sur les solutions de paiement et d'identité également. D'accord. Comment est-ce que vous abordez aujourd'hui cette question de la confiance avec l'intelligence artificielle, et notamment dans la question du paiement? Est-ce que vous voyez l'IA comme un facteur aggravant pour les fraudes ou au contraire comme une solution? Alors, je pense que l'IA... Les deux, vous allez me dire. Tout à fait. Mais si on prend un peu de recul, je pense que l'IA, on a un tournant, comme au début des années 2000 avec l'e-commerce, ça devient un nouveau canal de vente. Pour les commerçants. On se souvient, dans les années 2000, il y a certains commerçants qui disaient non, l'e-commerce, j'y crois pas, moi je reste dans mes magasins. Je pense que l'IA, ça va être la même chose, c'est un nouveau canal de vente qui se crée, un petit peu comme dans le domaine du voyage, où il y a des agents de voyage qui vont proposer et distribuer les services des compagnies aériennes ou des chaînes hôtelières. Donc d'une certaine manière, les marchands vont devoir collaborer, offrir ce nouveau canal de vente, et après, ça va être des agents IA qui vont proposer aux particuliers. On va plus faire une recherche. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec la révolution moteur de recherche, qui devenait un premier filtre vers les sites. Oui. Là, c'est un filtre supplémentaire avec les agents. Ça va être compliqué quand même. Oui, Hein. exactement. Et plus d'ailleurs ciblé sur certains usages. J'ai envie de faire de l'escalade ou j'ai envie de voyager. Et après, comment le paiement va s'intégrer, parce qu'il va y avoir une partie recherche et l'IA va faciliter toute la partie recherche comme le fait le moteur de recherche sur Internet. Et après, la partie paiement, comment elle va s'intégrer. Donc, il y a beaucoup de questions au sujet du consentement, de l'authentification au niveau de la transaction, mais une fois qu'on a payé, après, s'il peut y avoir des cas de fraude, parce qu'on en revient au niveau de confiance, et quand il y a des cas de fraude, comment est-ce qu'on va disputer ces transactions? Donc, tout un aspect qui sont toujours à développer au niveau des paiements. Si par exemple l'IA réalise, ou l'agent IA réalise une transaction et que je la conteste, aujourd'hui, ce cas-là n'est pas encore arrivé, j'imagine. Mais comment ça va se passer avec ma banque? Donc c'est une très bonne question. En ce moment, les transactions au niveau IA, ce qu'on appelle le commerce agentique, existent, mais restent faibles. Mais on utilise tous les standards et les protocoles existants. Donc ça veut dire que s'il y a une transaction qui est effectuée, s'il y a eu un 3D Secure, une authentification forte que j'ai faite, là, il y a la preuve de la transaction. Si ce n'est pas le cas, on peut contester et donc du coup être remboursé parce qu'il n'y a pas justement ce niveau de sécurité qui a été apporté. Vous avez le sentiment que la confiance augmente ou au contraire qu'on a de plus en plus un problème de confiance dans les paiements? Je pense qu'il y a toujours une notion de confiance qui est difficile à trouver. Il faut trouver le bon équilibre sur le paiement. Est-ce qu'on souhaite avoir un parcours client qui soit le plus fluide possible? Oui. Idéalement, dans le commerce agentique, c'est s'il te plaît, fais-moi mes courses pour acheter un pot-au-feu. Et hop, il y a la liste des courses qui est immédiatement achetée et je suis livré le lendemain et le paiement est intégré. J'ai même pas vu combien ça me coûtait.
Après, il peut y avoir justement certaines étapes, mais c'est un très bon exemple. Pour arriver à ce cas d'usage, il y a des aspects au niveau paiement, au niveau consentement, authentification qui sont très importants. Et après, cette confiance qui va arriver au fur et à mesure. Je pense que ce cas de figure, il ne va pas se développer l'année prochaine, mais au fur et à mesure qu'on interagit avec l'intelligence artificielle, qu'on fait des recherches, après, le passage suivant, l'étape suivante, ça serait justement le paiement. Des réactions là-dessus, sur ce point? Bah nous, ce qu'on a vu, c'est que plus on utilise l'IA, moins on a confiance, ou je veux dire, plus on est conscient des risques. Et c'est sur... Attendez, refaites-moi la phrase que je suis sûre d'avoir compris dans le bon sens. Plus on utilise l'IA au quotidien, plus on est conscient de ses limites aussi, et donc des risques auxquels on est exposé. Et donc, moins on a confiance dans l'IA en général. Du coup, c'est pour ça qu'on proposait les cafés IA pour redonner des repères au sein de l'entreprise, parce que c'est là où on retrouve la confiance, dans le fait que je sais vers qui aller. Si j'ai une question, si mon outil de RH, je vois qu'il favorise un certain type de profil, bah, je m'oriente vers qui? Comment est-ce que je vais mettre en place des mesures pour limiter les biais? Pour le cas du paiement, on aura qui comme référent? Là, je parlais de la banque, par exemple. Je vais appeler ma banque. Je vais dire, bah, c'est mon agent, en fait, mon agent IA qui a réalisé la transaction. Est-ce qu'on va pas manquer d'un tiers de confiance? In fine, comme une transaction carte, on a l'émetteur de la carte, donc là, la banque. Si on a une suspicion de fraude, c'est la banque qu'on va contacter en premier. Après, c'est la banque, au travers des paiements, qui va devoir apporter la preuve. Est-ce que cette transaction a été autorisée, authentifiée comme elle se doit? Et c'est pour ça que c'est tout l'enjeu des standards de paiement, pour vérifier l'identité de l'acheteur et s'assurer que la transaction soit une bonne transaction. Une transparence dans toute la chaîne. Et l'enjeu de l'explicabilité, à savoir comment la décision a été prise et comment je peux interagir, comment est-ce que je peux revenir en arrière si besoin, contrôler et démarrer une procédure. Oui. Et ça, c'est un très bon exemple, parce que je pense qu'il y a le niveau du consentement, au niveau de l'humain, mais aussi au niveau de l'agent. Parce que est-ce que c'est un bon humain, un mauvais humain, ce qui est le cas au niveau des fraudes? Après, est-ce que c'est un bon agent ou un bon bot, ou est-ce que c'est un mauvais? Et je pense que avec le commerce agentique, il va y avoir de plus en plus de changements. Parce qu'on va être soit en train de taper, soit en train de commerce, en train de parler à son agent. Achète-moi une télé pour le mois prochain. La question, c'est est-ce que demain, on veut changer? En fait, non, j'ai plus confiance en cette marque, je me suis trompé. Donc, il va y avoir un effet ou une fenêtre de temps dans laquelle je pense qu'il va y avoir des changements. J'ai offert un cadeau, mais en fait, ma femme a offert le même en même temps. Donc, il faut en annuler. Donc, il y a toute cette notion de confiance et cette notion de traçabilité et de rapidité qu'il va falloir prendre en compte également. Tout ça est absolument vertigineux et Anthony Level ne va pas arranger notre cas. J'en ai peur. Responsable de la stratégie chez Label for AI, qui est une deep tech française toute jeune, moins d'1 an, oui. Étroitement liée au laboratoire de recherche français INRIA et CNRS. Vous êtes venu avec un petit chaton. Je voulais qu'on voit ce petit chat. Absolument. Tellement mignon. S'il veut bien venir. Alors, on me dit qu'il est un petit peu en retard, le chat. Un petit peu timide. Mais il va se présenter, on ne désespère pas. Donc, la mission de Label for AI, c'est détecter, tracer les contenus qui sont générés par IA, mais qui sont en fait manipulés par des intelligences artificielles, c'est ça? Entièrement générés ou un petit peu manipulés par l'IA, c'est en partie lutter contre les deepfakes. Absolument. En partie, pas seulement. Je vous dis, juste pour un devoir de transparence. Exactement. Label for AI, donc en français, ça veut dire l'identification pour l'intelligence artificielle. C'est au départ, effectivement, la réunion de chercheurs issus du CNRS et de l'INRIA et de professionnels de l'audiovisuel et du numérique qui se sont réunis et qui se sont donnés pour mission de rendre, finalement, comment on fait pour distinguer le vrai du faux. Donc, c'est une mission qui est presque une mission d'utilité publique. Ouais. Et les enjeux sont absolument majeurs en termes de fraude, en termes de confiance en ligne, en termes d'arnaque au président, en termes de risques cyber boostés en ingénierie sociale ou pas. D'information aussi. Il y a
de désinformation, évidemment. Ouais. Donc les sujets sont absolument majeurs, même jusqu'au cognitif, puisqu'il y a des problématiques de santé qui vont arriver aussi, la confusion totale qui est pour les individus, et déjà qu'il y a une fatigue informationnelle énorme. En plus, il faut savoir distinguer le vrai du faux. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour distinguer le vrai du faux? Parce que moi, je vois, il y a plein de petites applications, par exemple, Oui. qui peuvent repérer si ce sont des vraies ou des fausses images. Alors, je les conseille pas, celles qui sont en ligne, non. Non, En c'est fait, vrai que c'est pas très fiable. voilà, vous l'avez dit. Nous, en fait, on s'appuie sur la science, on s'appuie sur 25 années presque de recherche publique française et européenne sur des domaines qui sont la stéganographie. La stéganographie, c'est l'art de rendre un message invisible dans un contenu. Typiquement, c'est l'encre sympathique, l'encre au citron de l'époque, c'est un bon exemple. Et puis en traitement du signal, qui fait qu'en fait, on va essayer de chercher des micro-signaux, des signatures, du bruit qui est propre à certaines IA. Par exemple, un bruit que fait un capteur photographique n'est pas du tout le même qu'un bruit que fait une IA. On sait même distinguer et attribuer en fait certains signaux et artefacts à certaines IA et dire ça vient de Grok, ça vient de ChatGPT, ça vient d'ailleurs, ça a été manipulé par un outil open source. Donc on sait aussi attribuer la source de la génération IA. Alors, je ne sais pas si le chat arrive, mais Le chat est en cours, il est en route. Il faudrait que tu lui donnes ses croquettes parce qu'il accélérerait un petit peu. Et donc là-dessus, en fait, on les sort les croquettes. on les sort les croquettes. Et donc tout le défi, en fait, consiste à passer en fait de la recherche. Regardez, il suffit de dire croquette. Exactement, et ça fonctionne. C'est le mot clé. Alors ce que vous avez vu. Presque, parce que là, on n'a même pas eu le temps de voir ce qui se passait. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce que vous voyez furtivement, c'est une sorte comme une caméra thermique, en fait, Oui. qui vient révéler les traces d'IA que nous, on a trouvées avec différents capteurs dédiés. Je vous en ai nommé quelques-uns. Quand c'est rouge, c'est pas bon. Quand c'est rouge, c'est là où on a le plus de traces, le plus de certitude sur la présence d'IA, l'intervention d'IA dans cette vidéo. D'accord. Alors, pourquoi, en fait, c'est une vidéo Sora 2. Donc c'est une vidéo pour laquelle on peut faire un prompt et ça vous fait une vidéo assez courte mais hyper réaliste. Ils sont de plus en plus réalistes. Google a sorti aussi VO3. C'est vraiment, on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Mais là, pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi la vidéo, elle n'est pas toute rouge puisqu'elle est entièrement générée par l'IA? Mais oui. Eh bien, je vous réponds. Je vous réponds qu'en fait, nous, tout le principe, tout le défi consiste à transformer la recherche académique en industrielle, c'est-à-dire confrontée à la vraie vie. Elle aurait été toute rouge, cette vidéo, si on l'avait analysée en sortie de générateur. Parce que là, elle n'aurait pas été compressée, elle n'aurait pas été réencodée, elle n'aurait pas été torturée en ligne. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de développer des détecteurs qui résistent, en fait, à l'ensemble des altérations communes qu'on peut avoir en ligne, et qui permet, finalement, d'avoir quand même, à la fin, des traces et qui nous permettent de qualifier cette vidéo. On le fait sur l'image, on le fait sur les documents, on le fait sur l'audio, on le fait sur le live aussi bientôt, de manière à ce que rien ne nous échappe. Pourquoi on est multimodaux? Typiquement, si vous êtes face à une vidéo, il faut pouvoir analyser l'image, il faut pouvoir analyser le son, même le texte, il y a des sous-titres. Ouais. Donc pour être parfaitement complet, en fait, nous on s'attaque en multimodal à la problématique. Alors, les grands opérateurs d'intelligence artificielle, les big tech, pour ne pas les citer nommément, elles travaillent aussi sur des outils pour labelliser les images, pour repérer les deepfakes. Oui, alors elles sont aussi très sensibilisées sur ce sujet de la confiance. Absolument. Déjà, il y a une pression réglementaire. Voilà. Ensuite, ils ont plusieurs intérêts en fait à pouvoir distinguer eux le vrai du faux. Il faut savoir déjà qu'ils savent distinguer que ce qui sort de leur propre générateur. Aujourd'hui, par exemple, Google avec SynthID, qui est son tatouage numérique en fait, qui s'appelle comme ça. Et donc tout ce qui sort de Gemini, de VO3 ou des autres outils Google est tatoué, même du texte. On sait le tatouer, nous aussi. Mais ça, vous allez les voir donc. Alors pour le moment, effectivement, ce détecteur, il vient d'être mis à disposition du public, en réalité. Et en fait, il y a un vrai danger à mettre à disposition un détecteur au public, c'est qu'il peut être testé, justement, par le public, et que certaines personnes peuvent essayer de voir quels sont ses secrets, et essayer d'imiter, finalement, la marque de Google, ou de la supprimer. Donc il y a un vrai défi en termes de sécurité et de robustesse. Alors ils ont sorti aussi ce détecteur-là parce qu'ils ne souhaitent pas se réentraîner sur des images synthétiques. Vous savez, les modèles de génération ont tendance à dégénérer s'ils s'entraînent trop sur du synthétique. Donc ça leur fait un avantage concurrentiel puisque c'est les plus avancés. Google, ça permet d'éviter de se piquer aussi les images. Ah, alors ça, je pense que oui, c'est possible qu'ils continuent à se les piquer. Mais voilà, ça permet d'attribuer en fait presque entre guillemets une propriété sur la chose et encore ces pouvoirs-là de distinguer le vrai du faux qui est un pouvoir presque démiurgique demain. Ouais. Et ça c'est de nouveau concentré potentiellement dans les big tech. Nous, on représente justement l'alternative souveraine européenne à cette appropriation par les big tech. Des questions de votre côté sur cette nouvelle technologie? Je vois l'application directement dans les paiements, dans le secteur dans lequel je travaille, parce que quand on va sur des sites web pour faire des achats, il y a souvent un captcha pour vérifier justement que c'est pas que c'est un véritable humain. Je le vois vraiment aussi dans le cas, est-ce que ça va être un vrai bot? Est-ce qu'on va pouvoir faire ce commerce agentique et s'assurer derrière ou filtrer au maximum et éviter les cas de fraude notamment? Alors je fais une remarque là-dessus, c'est que nous, rapidement. Oui, on n'est pas capable en fait d'identifier les bots, mais on fait de l'analyse morphologique, c'est-à-dire ce que produit par contre un bot ou un générateur, là on est capable de l'analyser, mais pas l'automation. Vous vouliez réagir?
sur cette technologie? Il faudra l'expliquer aussi dans vos cafés Carrément. IA responsables, parce que là, on est en plein dedans, en fait. Hein. Carrément, je pense qu'il est d'autant plus important de pouvoir donner aussi des outils concrets aux salariés pour pouvoir prendre des décisions, pour savoir comment est-ce qu'ils avancent. Aujourd'hui, ils se forment individuellement. C'est ça, on trouve des petites applications de ce type-là, ouais. On utilise les outils qu'on trouve. On ne sait pas vraiment comment on se situe par rapport au cadre qui existe dans l'entreprise. Donc, c'est important de Mais parler de ça. on peut parier sur le fait que ça va se déployer, puisque vous avez réalisé une levée de fonds. Oui, on a réalisé 1 million une d'euros. levée de fonds d'1 million d'euros effectivement en début d'été Ça va vous dernier permettre d'accélérer sur... auprès de Business Angel pour accélérer effectivement marché sur français. le marché français, européen, Et voire on- mondial. Ok. Absolument. Merci beaucoup, Anthony Merci d'être Leven, là. responsable donc de la stratégie chez Label for AI, Roxana Rugina, qui est directrice exécutive d'Impact AI, et Grégoire Toussaint pour Edgar Dunn Company. Merci à vous de continuer à nous suivre, parce que là, maintenant, on va s'intéresser encore à un sujet de confiance, eh bien, les mobiles et les cyberfraudes.